Bonjour et bienvenue à toutes et tous. Je suis Camille Jusa et c'est moi qui vais avoir le plaisir d'animer les séquences de cet après-midi et de demain matin dans cette salle 200 du 104, notamment les débats recto-verso, France des Tours, France des Bourgs, démolition ou réhabilitation demain matin et la séance spéciale sur la démocratie participative. Mais pour débuter cette demi-journée, carte blanche à l'USH et aux bailleurs sociaux, qui sont, vous le savez, des partenaires essentiels de l'ANRU en tant que contributeurs principaux aux investissements du PNRU et du NPNRU dans les quartiers. L'USH a souhaité présenter la réflexion qu'elle a conduite en 2024 sur les besoins en renouvellement urbain du point de vue des bailleurs, complétée du témoignage de Grand Lyon Habitat et Neolia, qui présenteront chacun un site identifié dans le cadre de cette enquête. Donc l'idée est que ça puisse résonner avec les échanges en plénière ce matin, donc avec un éclairage sur le dimensionnement d'un futur programme, les nouvelles orientations déjà en cours de préfiguration dans le NPNRU et la nécessité, bien sûr, d'impulser la suite. Avec nous cet après-midi, donc tout de suite Thierry Asselin, Hervé Constantin, Anne Jauvert et François Perreton. C'est donc à vous, on vous écoute. Bien, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, merci d'être là. Merci à l'ANRU d'avoir permis de vous proposer cette carte blanche aujourd'hui. Ce qu'on veut vous présenter aujourd'hui avec mes camarades, c'est un peu les résultats d'une enquête qu'on vient de rendre publique. Ce n'est pas tout à fait un hasard si on a fait nos travaux la semaine dernière. C'était pour un peu contribuer à la réflexion du jour et aux prises de décision qu'on attend tous. Et bon, ça a été un peu dit. Hein. Nous, vous avez compris ce matin au propos d'Emmanuel Cos, le mouvement HLM est très très attaché à cette politique de renouvellement urbain, non seulement parce que les bailleurs ils sont très investis, hein, ça vient d'être dit, ils portent près de 60% des investissements, mais aussi parce qu'on le voit tous au quotidien, ça produit des choses très, très concrètes, très visibles par les habitants, et que quand on a la chance d'avoir une politique publique aussi efficace, je pense que c'est bien de le dire, de le montrer, et quand on pense que cette politique publique a vocation à se poursuivre, il faut là encore le démontrer et le faire savoir le plus possible. Donc effectivement, ce qu'on vous présente là maintenant, c'est une deuxième étape d'un premier travail qu'on avait initié en 2024. Hein. Donc en 2024, on avait souhaité contribuer à la réflexion portée par Anne-Claire Mialot, Cédric Van Steventel et Jean-Martin Delorme dans une contribution au rapport. Et donc on a pu constater avec beaucoup de plaisir d'ailleurs qu'une partie des points qu'on a mis sur la table ont été repris, en tout cas étaient convergents avec les propositions des trois missionnés. Et ça a été repris, je pense, ce matin dans les propos de Cédric Van Steventel et Anne-Claire Mialot, notamment sur le fait qu'on ne peut pas opposer les politiques de renouvellement urbain des politiques de l'habitat. Je n'y reviens pas, vous êtes tous convaincus du sujet. Donc ce qu'on vous présente là maintenant, c'est une deuxième étape de ces travaux. Au-delà des idées de fond, on ne voulait pas s'en tenir à un propos général, même si c'était forcément très pertinent. On voulait aussi montrer que cette question du renouvellement urbain, elle avait une vraie réalité, elle correspondait à des vraies attentes, des vrais besoins et des besoins qu'on voulait illustrer. Et donc on a mené une étude et une enquête, d'ailleurs qu'on a faite avec le soutien de la Banque des Territoires et la Caisse des dépôts, que je remercie, et support en fait, que vous trouverez en distribution à l'entrée dans l'espace partenaire. Vous pourrez en prendre connaissance, mais ça me paraissait important de vous le présenter un peu en détail. Donc voilà, sur le fond, on avait plutôt ces propositions générales comme contribution au rapport, et on a complété donc avec une approche plus quantitative qu'Anne va vous présenter. On a d'abord regardé un peu, d'un point de vue purement statistique, qu'est-ce qu'on voyait dans les nouveaux QPV qui étaient sortis de la géographie prioritaire de 2024, quel était l'état du parc, son âge, sa performance énergétique, pour un peu déduire quels pourraient être les besoins d'un point de vue purement statistique. Et surtout, on s'est dit que c'était important de faire parler les acteurs et que les premiers acteurs concernés au quotidien étant les bailleurs, de leur demander, vous, en fait, bailleurs sociaux, qu'est-ce que vous aimeriez porter, avoir comme projet ou comme quartier dans un potentiel futur programme de renouvellement urbain. Et donc, on a lancé une enquête dans un temps relativement resserré. On a fait ça de mémoire, Anne, entre juin et juillet 2024, dans l'espace de 4 à 6 semaines, je crois. Et on a été plutôt assez surpris du fait qu'on a eu beaucoup de réponses, qu'on prend comme effectivement une démonstration que les bailleurs constatent que cette politique, elle produit des choses extrêmement efficaces et puissantes, et que on peut l'appliquer à des territoires soit existants, déjà traités, et qui méritent de poursuivre cette dynamique, soit sur des nouveaux territoires. Donc on a interrogé les bailleurs, alors les bailleurs qui composent l'USH, hein, donc les offices publics, les ESH, les coopératives. On n'a pas interrogé les SEM, sauf ceux qui sont adhérents, donc on n'est pas sur un périmètre qui est à 100% celui du parc social. Donc tout ce qu'on va vous montrer, il faut le prendre comme une première estimation des besoins, et puis tous les bailleurs n'ont pas pu répondre dans les délais impartis. Donc voilà, donc ce qu'on vous présente là, les 282 quartiers, ce n'est pas pour nous le périmètre du futur programme.
c'est un des éléments qui peut permettre d'alimenter une réflexion sur les cibles et les territoires d'intervention. En tout cas, on voit qu'il y a des attentes et des besoins. En tout cas, on voit qu'il y a des vraies envies des acteurs d'agir. Donc les premières réflexions qu'on s'est fait en analysant les résultats, mais je laisserai à nous les présenter plus en détail, c'est beaucoup de réponses en espace-temps resserré. Donc ça veut dire que voilà, il y a une forme de consensus, même si parfois certains acteurs disent que c'est compliqué, c'est pas assez financé, etc. On voit que globalement il y a un consensus assez fort sur le fait de dire que cette approche d'ensemble fonctionne et a mérite de devoir être poursuivie. Que évidemment, ce qu'on vous présente là, c'est par nature incomplet, puisque ne représente que les bailleurs sociaux qui ont pu répondre dans les temps, et ils ont répondu de leur point de vue de bailleur, c'est-à-dire d'abord en analysant leur patrimoine. Donc évidemment, dans ce qu'on a analysé, il manque, Emmanuel Cos l'a dit ce matin, il manque l'habitat privé. On n'est pas allé regarder toutes les copros des quartiers qu'il faudrait redresser et sur lesquels les bailleurs pourraient donner un coup de main. On n'a pas regardé l'état des équipements publics. On a une approche relativement limitée d'approche de l'espace public. Donc tout ce qu'on présente là, c'est plutôt une première contribution à une réflexion sur le périmètre et pas forcément une approche d'ensemble. Et puis par contre, ce qu'on a pu voir, c'est que dans les sites, et c'est assez bien illustré à la fois par les présentations qu'on vous fera et par le contenu du document, c'est qu'on est sur des sites assez variés. On a des anciens projets, première génération d'ANRU, deuxième génération sur lesquels il faut continuer à intervenir, où on sait que soit des choses qui ont été oubliées, soit des choses qu'il faut continuer à faire. Mais il y a aussi des sites qui n'ont jamais connu de projet de rénovation urbaine, et on voit bien que les bailleurs ont identifié une opportunité à avoir cette approche d'ensemble. Et en typologie de ville et de quartier, on a à la fois des quartiers dans des grandes métropoles et des quartiers dans les tailles moyennes, dans des villes moyennes. On a des quartiers assez grands, plusieurs milliers de logements, mais on a aussi des quartiers un peu plus petits. On a eu beaucoup de réponses, notamment avec des quartiers autour de 1000 logements, donc 2000, 3000 habitants. Donc plutôt des petits quartiers par rapport à ce qu'on est habitué à voir dans le cadre des projets actuels, mais qui, à l'échelle des villes qui sont concernées, sont parfois des quartiers assez importants. Et puis, dernier élément, c'est plus sur les typologies, les thématiques, c'est que les bailleurs ont d'abord regardé leur patrimoine, et donc on a plusieurs choses qui ont un peu sauté aux yeux. C'est évidemment l'adaptation du patrimoine aux enjeux de performance thermique, d'adaptation au changement climatique. Donc comment on fait que du patrimoine construit il y a 50, 60 ans soit plus économe en énergie et plus confortable hiver comme été. Mais aussi le fait de dire que c'est un patrimoine qui a vieilli, qui est pour une partie composée de grandes typologies ou parfois de typologies un peu homogènes et qui répond finalement assez mal à l'évolution des besoins de la société, donc notamment le vieillissement de la population, le fait qu'on a des familles toujours de manière assez importante dans le parc social, mais parfois pas exactement les mêmes tailles de ménage, que les jeunes peinent à se loger. Voilà, donc c'est d'abord sur l'approche patrimoniale qu'on a regardé ces aspects-là. Et puis aussi sur la dimension foncière, où effectivement il y a des bailleurs, et là on aura un exemple aujourd'hui, qui ont identifié le fait que ces quartiers présentaient un potentiel d'adaptation sur le plan foncier, soit en densification, soit en adaptation des espaces pour réintroduire des espaces verts, lutter contre l'artificialisation, avoir une gestion plus raisonnée des espaces. Voilà. Donc ça fait apparaître des thématiques qui étaient parfois abordées dans les projets en rue, mais plutôt à la faveur d'une intention de tel ou tel territoire, mais qui n'étaient pas forcément généralisées, mais qui nous paraissent, nous, être des thématiques qui ont vocation sans doute à être beaucoup plus fortement prises en compte à l'avenir dans la future étape du renouvellement urbain. Voilà. Donc ce document, il traite un peu des approches transversales des 282 sites qu'on a pu analyser. On n'a pas voulu rendre public la liste intégrale des 282 sites, parce que ce n'est pas forcément toujours opportun pour telle ou telle collectivité d'afficher un territoire quelques mois avant les élections. Et il fallait un petit travail quand même de concertation avec les acteurs du territoire, avec le bailleur. Mais néanmoins, on a choisi de prendre 12 exemples, qui sont 12 exemples qui reflètent la diversité des situations, mais qui ne disent pas tout sur le contenu de cette enquête. Mais 12 exemples qu'on a voulu assez divers, avec effectivement des exemples en Outre-mer, dans l'Hexagone, dans différents types de villes, avec parfois des petits quartiers, des grands quartiers. En tout cas, montrer effectivement qu'on a une assez grande variété de situations. Voilà, c'est pour ça qu'on a proposé donc, à Grand Lyon Habitat et à Neolia d'être là aujourd'hui pour nous présenter ces exemples. Moi, j'avais un seul message à vous passer avant de passer la parole à mes collègues, c'est que je pense que on voit bien que tout le monde est convaincu du fait qu'on est sur une politique qui a du sens, qui permet de faire des choses, qui apporte une vraie plus-value et une vraie amélioration de la vie des habitants de ces quartiers. Plus on le montre par des exemples concrets, des photos, des sites, mieux on arrivera à convaincre ceux qu'il faut convaincre de le faire. Donc je pense que ce petit travail de valorisation qui part sur 282 sites anonymes et 12 sites
non anonyme. Je pense qu'il faut le développer. Donc, on va nous continuer à le faire avec les bailleurs qui le souhaitent au niveau de l'USH. Mais je pense que tout autant que vous êtes aujourd'hui, vous avez tout à fait intérêt. Si sur vos territoires, il y a des sites sur lesquels vous pensez qui mériteraient d'être soutenus, je pense qu'il faut le documenter, il faut le faire savoir. Et nous, si vous le souhaitez, on pourra contribuer à faire connaître ces sites et à les valoriser. Alors, j'en ai déjà dit beaucoup trop. Je passe la parole sans transition à Anne Jauvert qui va vous parler des chiffres de cette enquête. Les slides par contre. Bon, je vais quand même démarrer. Voilà. Alors, pour le coup, oui, je vais revenir en arrière. Voilà, juste donc là, c'était une slide pour reprendre en fait les chiffres un peu en synthèse. Il y a donc eu 2 démarches au niveau de l'USH, une démarche quantitative qui s'est basée sur une analyse en fait de statistiques uniquement sur les QPV. Et là, on est arrivé à identifier 420 QPV qui nécessiteraient de bénéficier d'une intervention en renouvellement urbain. Et puis donc ce travail d'enquête où là, on arrive à un total de 282 sites, sachant que là, donc, on a restitué uniquement les sites qui ont été remontés et qui sont en QPV, la priorité étant effectivement donnée au QPV. 110 organismes qui ont répondu et les 290 sites se répartissent entre 112 sites qui ont déjà bénéficié du dispositif de l'ANRU et 170 sites qui, pour le coup, n'en ont jamais bénéficié. Alors, ce qu'on appelle site, juste une petite précision, finalement, c'est une partie de QPV. Chaque bailleur déclarait son patrimoine sur un site donné. Voilà, donc parfois, on a plusieurs sites qui ont été identifiés sur un même QPV. Et quand on dit un site qui n'a jamais bénéficié d'une intervention, le QPV en a souvent déjà bénéficié, mais pas l'ensemble immobilier, en particulier celui qui est présenté par le bailleur. Donc le volume total de logements représente 240 000 logements locatifs sociaux, sachant que dans ce périmètre, en fait, on indique en fait qu'il est réparti sur l'ensemble du territoire national et y compris des territoires outre-mer. Il comprend un taux de logement locatif social important. Donc, comme disait Thierry, on est majoritairement sur des sites autour de 1000 logements et 60% des sites ont 75% de logements locatifs sociaux. Sachant que aussi on a dénombré 65% des sites, donc les 2 tiers, qui comprennent aussi des copropriétés privées. Alors pour les 112 sites, donc là on vous a mis quelques images en fait à l'écran pour vous permettre un peu de voir ce qu'on a. On a repéré des images un peu symboliques, je dirais. Donc on repère donc à la fois des îlots de chaleur urbains, un patrimoine qui parfois peut sembler être obsolète ou en tout cas là typiquement vous avez un emmarchement avec un demi-niveau d'accès au logement et ça on a beaucoup de patrimoine des années 50-60 où on est sur ces rez-de-chaussée surélevés. Mais à l'inverse, voilà, des patrimoines aussi, on a des qualités paysagères ou une disponibilité foncière qui peut permettre effectivement de revenir et de transformer les quartiers. Alors sur les 112 sites qui ont déjà bénéficié d'un programme de renouvellement urbain, c'est effectivement le besoin de continuité d'action qui est pointé par les organismes, surtout pour dire, pour pérenniser tout ce qui a déjà été réalisé, il est important effectivement qu'une action puisse être continue et prolongée. Et aussi, l'autre chose importante, c'est d'intégrer en fait des problématiques qui n'avaient pas été intégrées, notamment dans le premier programme, qui sont plus liées à la transition écologique, ou sinon de poursuivre des actions de diversification de l'offre qui ont déjà pris place, mais qu'il faut encore poursuivre. Sur les 170 sites qui n'ont jamais bénéficié d'un programme, les situations urbaines, on pourrait dire qu'elles sont moins marginalisées. On est parfois dans des sites qui sont plus proches des centres-villes, mieux desservis, avec, comme je disais, des qualités paysagères, une disponibilité foncière. Mais par contre, les bailleurs ont fortement alerté dans le cadre de l'enquête sur l'urgence à intervenir sur ces quartiers parce qu'il y a des risques de décrochage importants. Et des points en fait, de bascule peuvent être vraiment atteints à très court terme, que ce soit en termes d'enclavement, de relégation sociale, d'obsolescence bâtie ou encore de baisse d'attractivité.
Alors, les enjeux principaux qui ont été remontés par les organismes, donc de façon assez logique, c'est les enjeux patrimoniaux. Mais ces enjeux patrimoniaux, les bailleurs les situent bien dans un ensemble d'actions. Une action patrimoniale ne suffit pas. C'est un peu ce qui est très bien illustré dans les 12 cas qui sont dans la brochure. C'est-à-dire, on a des sites où il y a déjà eu parfois des interventions, des bailleurs qui sont intervenus sur de la rénovation thermique, voire même parfois sur des démolitions ponctuelles. Mais cela n'a pas permis, en tout cas, que le quartier puisse vraiment entamer un processus de transformation, puisque cette action a finalement été assez isolée. Donc effectivement, ça c'est quelque chose qui est beaucoup fortement remonté dans l'enquête, c'est-à-dire des thématiques nouvelles comme celle qu'indiquait Thierry, que ce soit celle de l'adaptation au changement climatique ou l'adaptation de l'offre de logement, de tout ce patrimoine de logement locatif social aux nouveaux besoins des ménages, ou encore celle de la sobriété et l'optimisation foncière, elles ne peuvent s'entendre que quand il y a une action conjuguée entre les organismes et les collectivités, les territoires. Donc on voit bien vraiment, en ce sens-là, c'est vrai que tout le monde a bien confirmé qu'un projet de renouvellement urbain, c'est avant tout un projet global qui s'inscrit dans un temps long, qui aussi nécessite une contractualisation, un engagement mutuel de la part des collectivités et des organismes. Et c'est à cette condition, effectivement, qu'on arrive effectivement à pouvoir, sur la durée et sur le temps long qu'exigent ces projets, à véritablement entamer un processus de transformation. Donc, les bailleurs donc appellent à cette mobilisation des partenariats autour d'un projet global, un partenariat exceptionnel, mais qui mobilise aussi, on l'a beaucoup entendu ce matin, des politiques publiques. Donc sur les politiques publiques qui sont indiquées comme prioritaires par les bailleurs, on retrouve en premier lieu la sécurité, et suivi de façon assez classique par le développement économique, la santé, l'éducation, mais aussi l'environnement, au regard des problématiques d'adaptation au changement climatique. Alors juste sur le volet habitat, quelques précisions. Donc on demandait aux organismes quel type d'intervention ils avaient programmé ou qu'ils programmaient sur leur site. Globalement, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve classiquement les familles d'opération qu'on peut déjà connaître, mais avec des tendances un peu différentes. Les requalifications, elles sont massives et c'est vraiment elles sont majoritaires. Maintenant, elles sont complètes, c'est-à-dire on intervient sur la totalité des postes travaux, en intérieur logement, partie commune, façade, thermique. Enfin voilà, on n'est plus du tout sur, comme on l'a pu le connaître dans le premier programme, sur des interventions partielles. La question aussi du raccordement au réseau de chaleur urbain est très fortement présente. Et donc là aussi, on voit bien qu'on se situe dans une action globale qui dépasse finalement celle uniquement des organismes. Les résidentialisations, elles sont toujours très présentes, mais elles intègrent et elles s'enrichissent des composantes environnementales. La démolition, donc là on a noté une nette diminution puisqu'on arrive à un total de 7000 logements qui seraient identifiés en démolition. Par contre, elle est quand même dans certains cas nécessaire. Soit vraiment on est à un niveau d'obsolescence du bâti ou une incapacité à réadapter le bâti existant, soit on est aussi sur des possibilités d'optimisation foncière ou un désenclavement urbain. Ça c'est surtout valable pour les sites qui n'ont jamais bénéficié d'un programme en rue et où là on repart effectivement sur les problématiques de base de désenclavement et d'accessibilité au site. Ce qu'on pressentait, ce qui s'est confirmé dans l'enquête, donc les restructurations lourdes. Donc là, effectivement, elles apparaissent de façon assez massive. On a dénombré 40 000 logements. Ça représente 20% de la totalité du parc qui a été déclaré comme devant bénéficier d'une action sur le bâti. Et donc là, on est typiquement dans la réponse à la fois à l'adaptation de l'offre aux nouveaux besoins des ménages. Donc on va retrouver les changements de typologie, l'agrandissement des surfaces, donc l'offre de petits logements, mais aussi, ça a été beaucoup dit ce matin, des surfaces de logements familiaux qui sont trop petites et qui sont aujourd'hui inadaptées. Et puis, elles répondent aussi à la question de l'accessibilité, tout ce qui est accessibilité pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite. Donc, et puis, on a aussi ce qu'on a plus récemment vu à l'issue du Covid, la question d'augmenter, en fait, étendre en fait, des possibilités au logement, notamment par le fait d'ajouter des balcons, et donc augmenter la qualité d'usage de tout ce patrimoine existant. Maintenant, une fois de plus, ces questions-là, il faut les prendre sous leur aspect d'action globale, c'est-à-dire on intervient sur le patrimoine, comme on l'a vu ici à l'image, sur l'accessibilité à un immeuble, mais cela ne peut s'entendre que si aussi, au niveau de la collectivité du territoire, il y a une action sur les services, sur les équipements, sur l'accompagnement aux personnes pour que le contexte finalement bâti soit rectifié, mais que l'ensemble des actions portées à l'échelle globale du projet
contribuent fortement à installer cette nouvelle offre en fait, de logement, ou cette offre modifiée. Alors pour conclure, donc, côté USH, on soutient fortement que cette préfiguration d'un futur programme elle puisse se faire dès 2025. Donc ça, c'est essentiellement aussi lié à deux familles finalement qu'on arrive à restituer au travers de cette enquête. D'une part, beaucoup de sites, et ils sont majoritaires, où on dirait qu'ils sont prêts. Donc il y a déjà eu des discussions, des engagements, voire parfois des plans guides, des programmations qui sont partagées avec les collectivités, les territoires et les organismes. Et donc on attend un peu le go pour effectivement pouvoir démarrer. C'est des sites qu'on a qualifiés de matures, mais aussi, et donc c'est surtout les sites qui n'ont jamais bénéficié d'un programme en rue, des sites où par contre il faut initier une démarche, mobiliser une ingénierie, installer des modes de collaboration, des modes de faire qui n'ont jamais été pour l'instant encore mis en œuvre, et donc se préparer pour pouvoir démarrer le moment venu. Bien, avant de présenter le site des États-Unis sur la ville de Lyon, 2 mots sur Grand Lyon Habitat que je représente. Donc, Grand Lyon Habitat, c'est un bailleur social, office public de l'habitat rattaché à la métropole de Lyon, un bailleur historique qui est plus que centenaire, qui gère plus de 27 000 logements et qui a la particularité d'être le premier bailleur social sur la ville-centre de l'agglomération, à savoir la ville de Lyon, et avec plus de 8 000 logements gérés dans le 8e arrondissement. Et donc j'en viens sur le site des États-Unis, qui est un site emblématique pour la ville de Lyon, mais aussi donc pour Grand Lyon Habitat, qui se déploie sur l'ensemble du boulevard des États-Unis, depuis l'avenue Jean Mermoz jusqu'à l'avenue Viviani, et qui se poursuit même au-delà jusqu'au périphérique, qui fait donc près de 2 km de longueur. Et je vous ai mis quelques photos aériennes des différents types de patrimoine qu'on retrouve le long de ce boulevard, avec au centre la cité Tony Garnier, donc cité remarquable du patrimoine du XXe siècle, construite dans les années 1930, donc cité HBM, qui, on le voit bien, présente une qualité urbanistique et architecturale vraiment intéressante. Aujourd'hui, on parle de l'importance d'éviter l'étalement urbain. Donc, on voit une certaine densité urbaine, mais en même temps un rapport à l'espace extérieur qui est riche, donc qu'on souhaite vraiment préserver. Et on voit d'autres images, soit au nord de la cité Tony Garnier, soit au sud, qui est plutôt dans la logique de grands ensembles des années 50, 60, quasiment exclusivement en R+4 avec logique chemin de grue, et qui du coup délivre de grandes surfaces vides autour des bâtiments, largement occupées par des nappes de stationnement en surface. Et donc ça a été le point de départ de la réflexion de Grand Lyon Habitat il y a déjà de nombreuses années sur que faisons-nous de ce territoire qui rassemble le long du boulevard sur sa totalité plus de 6500 logements, dont 85% de logements sociaux, quasiment exclusivement propriété de Grand Lyon Habitat. La première réflexion, c'était l'optimisation foncière. Et comme une double évidence, très rapidement, il nous est apparu clair qu'on ne pouvait pas intervenir pour densifier, sans traiter le patrimoine existant, qui est un patrimoine assez vieillissant, malgré des interventions de réhabilitation dans les années 80-90, donc il y a besoin d'être requalifié assez fortement pour répondre aux enjeux à la fois climatiques, de vieillissement, aussi d'incompatibilité ou de limite de l'existant par rapport aux attentes d'aujourd'hui. Donc ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, cette densification dans un territoire composé à 85% de logements locatifs sociaux. Nous, on défend l'idée de l'importance de pouvoir proposer à nouveau de la production nouvelle de logements locatifs sociaux, en particulier pour pouvoir proposer des dessertes d'ascenseurs dans le contexte d'une population vieillissante. Évidemment, quand on a sur ce QPV 85% de logements sociaux, ça interroge, ça interpelle, et donc il y avait vraiment la nécessité de pouvoir partager avec l'ensemble des partenaires la réflexion, la stratégie sur le devenir en termes de composition urbaine et de diversification de l'habitat. Donc ça, c'est un peu la genèse du projet urbain. Et donc, suite à ça, on peut passer à la diapo suivante.
Depuis plusieurs années, Grand Lyon Habitat, accompagné, soutenu par la métropole de Lyon, la ville de Lyon, l'agence d'urbanisme et de façon un peu plus récente par l'État local, c'est la question vraiment d'un travail partenarial pour refaire la ville sur elle-même, dans une logique de sobriété foncière, dans une logique aussi d'adaptation et de résilience. Et donc là-dessus, comme je l'ai dit, il y a l'enjeu de l'adaptation au bâti. Et donc là, je vous ai montré quelques photos où on voit la diversité des situations. Donc en haut à gauche, vous avez une image donc, de la cité Tony Garnier, donc architecture remarquable contemporaine, dont l'îlot prototype qui n'appartient pas à Grand Lyon Habitat a été classé au bâtiment de France. Donc il y a vraiment un enjeu patrimonial extrêmement fort. Il y a les enjeux sur les espaces extérieurs qui aujourd'hui ne sont pas forcément clairement identifiés entre espace public et espace privé, ce qu'on retrouve assez classiquement, là c'est vraiment marquant sur ce territoire, et qui aujourd'hui est marqué par un déficit important sur les espaces végétalisés, les espaces verts. Et donc la collectivité porte l'ambition de pouvoir créer au cœur de ce quartier un parc habité important de plusieurs hectares. Voilà, donc là, il y a cet enjeu sur les espaces extérieurs. Grand Lyon Habitat, sur ce territoire, a mené 2 expérimentations d'agriculture urbaine avec des liaisons intéressantes avec l'économie sociale et solidaire. Donc il y a aussi des enjeux sur la ville nourricière qui sont vraiment présents sur ce secteur. Et puis des équipements publics. Donc là aussi, la ville de Lyon souhaite pouvoir aménager différents équipements publics, que ce soit des équipements scolaires et aussi des équipements plutôt culturels, médiathèques, etc. Donc il y a vraiment, on voit des enjeux qui dépassent le simple bâti bailleur. Et évidemment, on s'est rejoint avec les partenaires sur le potentiel de densification. On a identifié un potentiel de construction de 2500 logements sur ce territoire. Alors pourquoi l'ANRU ? Donc, pourquoi un ANRU 3 serait vraiment un accélérateur de ce projet ? D'abord parce que c'est une imbrication des partenaires, des besoins d'action. Un des points forts de l'ANRU, c'est la contractualisation, c'est-à-dire qu'on fixe un projet, des objectifs à long terme et on s'engage collectivement avec différentes actions pour pouvoir atteindre cet objectif. Et derrière la contractualisation, évidemment, il y a les enjeux économiques, les enjeux de financement. Et quand on se déploie sur plusieurs années, même on est au-delà de 15-20 ans d'intervention, c'est important d'avoir de façon partenariale un document qui est engageant pour chacun sur les financements. Évidemment, ça n'empêche pas la souplesse, l'agilité, mais on l'a vu avec le NPNRU, déjà une plus grande facilité à pouvoir faire évoluer les projets. Et j'ai entendu ce matin que c'était quand même bien partagé le constat d'aller vers plus encore de décentralisation. Et donc sur le financement, mon dernier mot sera sur l'importance sur mieux financer la requalification et en particulier d'aller au-delà du seul financement de la partie, on va dire, énergétique et climatique, qui évidemment est indispensable, mais qui n'est pas suffisante. Juste une illustration, la cité Tony Garnier, donc avec son patrimoine remarquable à préserver, c'est pour Grand Lyon Habitat plus de 1500 logements. On finit actuellement la première tranche de réhabilitation, 275 logements, avec un coût d'environ 120 000 € par logement. La deuxième tranche, on ne sait pas la financer aujourd'hui. Elle est estimée entre 150 et 170 000 € par logement, ce coût étant sous-estimé puisqu'il n'intègre pas les pertes d'exploitation engendrées par la nécessité de reloger pour pouvoir notamment restructurer. Vous avez l'image en bas à droite de l'effet couloir qu'on retrouve typique des HBM, où on a dans une même pièce en couloir salle de bain et WC. Et pour pouvoir redonner un confort d'habiter, on est obligé de reloger. Voilà, donc des coûts massifs et un besoin évident de financement. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc, Hervé Constantin, je représente Neolia, qui est une ESH, donc filiale d'Action Logement, qui a 27 000 logements dans l'Est.
Et puis je vais vous parler d'un quartier qui se situe à Besançon, le quartier de Orchamps-Palente. Alors c'est l'un des 6 quartiers prioritaires de la ville de Besançon, la ville comportant, ayant 120 000 habitants, faisant partie de Grand Besançon Métropole qui représente 200 000 habitants. Sur ce quartier, on a un peu plus de 3 000 habitants, donc ce n'est pas un très très grand quartier, 3 126. Ça représente 13% de la population des QPV sur Besançon, le total faisant 24 000. On a essentiellement un gros QPV à Besançon qui a fait l'objet de deux PRU. Et Orchamps-Palente arrive en 2e en termes de population. Le patrimoine, c'est un patrimoine des années 50, donc, avec des immeubles qui sont anciens, qui a été créé à l'origine pour loger des salariés de l'industrie, alors horlogère, LIP notamment, et du patrimoine qui a servi aussi à loger de l'industrie, des gens qui travaillaient dans l'industrie textile, Rhodia Seta. Enfin, il y a eu pas mal de... Ça a fait parler un peu à une époque. C'était des conflits historiques. Donc voilà, il y a un quartier qui a une histoire. Sur le site, on a 2 bailleurs. On a Loge.gbm qui a 300 logements, qui est une SEM de la ville, et puis Neolia, donc ESH, qui a 1700 logements. Le quartier n'a jamais subi de transformation profonde. Il n'y a pas eu de PRU, pas eu de programme de renouvellement urbain. Quelques opérations isolées de démolition, reconstruction dans les années 90-2000, mais il n'y avait pas de projet d'ensemble. On n'est pas non plus sur un site où il n'y a pas de réseau de chaleur. Donc depuis, on a fait des rénovations thermiques ces dernières années, avec un vaste programme pour amener les immeubles en classe énergétique C. On est en chauffage gaz, 60% en chaudière individuelle et puis 40% en collectif. Au niveau des habitants, on a un taux de pauvreté qui est important sur ce quartier. C'est un quartier populaire. 35% de familles monoparentales. Et puis une population vieillissante qui se renouvelle. Malheureusement, il y a des décès. Il y a des gens qui sont là depuis l'origine. Donc plus de 50 ans d'occupation, 60 ans. Donc c'est une caractéristique aussi de ce quartier. On s'est déjà posé quelques questions sur l'avenir et avec la collectivité, on a décidé de lancer des études urbaines. Alors le calendrier a voulu qu'on les lance en même temps. Donc Grand Besançon Métropole a fait, de son côté, a missionné une étude urbaine et sociologique. Et nous, on a fait une étude urbaine, Neolia. Donc je citerai Urbitat, qui est, je crois, quelqu'un dans la salle, pour cette étude. On a fait en sorte que ces études se croisent, parce qu'on discute avec la collectivité, et on n'agit pas tout seul, on a des envies pour ce quartier-là, donc de façon à ce que les constats soient partagés, soient commentés, et puis puissent aboutir sur quelque chose de concerté. Et puis, il y a déjà des rencontres avec les habitants qui se font dans le cadre du contrat de ville. Le renouvellement du contrat de ville a une particularité à Besançon, c'est qu'il est territorialisé. Donc, c'est vraiment à l'échelle des quartiers que les choses se font. Et donc, il y a déjà eu des rencontres. Ça continue encore sur le quartier. L'étude a permis de mettre en avant des fragilités sur le quartier. Alors, il n'y a pas de vacances sur ce quartier, très très peu, en tout cas des pourcentages qui font rêver, entre 1 et 2% de vacances. Mais malgré tout, une demande qui est très très monolithique, du fait qu'on ait des tout petits logements, des T3 à 47 mètres carrés. Alors à Paris, vous allez dire c'est grand, mais à Besançon, c'est petit, pas forcément bien conçu. Et puis, ce sont des logements qui ont des faibles loyers, donc forcément des populations à faible revenu. Donc, ce qui peut être fragile pour le quartier. Il n'y a pas d'ascenseur. Alors, R+4, donc sans ascenseur, avec des gens qui ont 80, 85, 90 ans, vous imaginez, ils ne peuvent pas sortir de leur logement quasiment. Il y a des situations d'isolement, des personnes qui sont de moins en moins mobiles. Et puis, il n'y a pas eu de nouvelle attractivité pour le quartier. Il n'y a pas eu de création de logements. Il manque peut-être de grands logements. Il n'y a par exemple pas de balcon.
C'est des immeubles anciens et c'est quelque chose qui est très demandé aujourd'hui. Ce qu'on a pu constater, c'est aussi qu'on est à un point de bascule sur le quartier. On est vraiment à la croisée des chemins, avec d'une part ces locataires qui sont très très anciens, qui ont une certaine conception de leur vie, de leur cadre de vie, qui malheureusement évolue, et des nouveaux arrivants, qui eux ne sont pas du tout dans la même logique, qui n'ont pas d'attachement particulier au quartier. Et il peut y avoir un décalage parfois important, avec une cohabitation qui n'est pas toujours simple. Et puis, on a des phénomènes comme partout, au niveau de la tranquillité, avec pas mal de nuisances sonores, des rodéos, des trafics de drogue, mais je ne vous apprends rien. Pour l'instant, on est sur les occupations d'espaces extérieurs. On n'a pas eu trop de squats, on arrive à contenir, mais bon, c'est un quartier qui est fragile à ce niveau-là, qui pourrait basculer. On en arrive à l'objet de la réunion, le PRU 3. C'est ce qui nous manque aujourd'hui, en fait. On s'est déjà réunis avec la collectivité, on a à peu près des visions communes sur ce qu'on pourrait faire. Il nous manque un projet d'ensemble, on parlait de plan guide, calendrier, et puis des obligations, peut-être des engagements qu'on prenne sur du plus long terme. Et on est dans un partenariat, mais il faudrait que ce partenariat-là s'inscrive dans la durée et associe bien évidemment tous les partenaires. On n'est pas du tout dans un renouvellement urbain avec des démolitions massives comme on a pu connaître ailleurs. C'est pas du tout ça. On est plus dans la restructuration d'appartements, par exemple. Ces petits logements qui sont mal conçus, comment on fait? Ces logements qui n'ont pas d'ascenseur, ces logements qui n'ont pas de balcon. On n'a pas du tout pris en compte tout ce qui est confort d'été. Alors ça n'a absolument pas été traité. On a fait des rénovations thermiques, mais c'est tout. La décarbonation du parc, il y a de forts enjeux à ce niveau-là, avec comment on fait pour s'affranchir du gaz demain. La réflexion autour d'un réseau de chaleur, par exemple, à construire ou pas. Et puis, on a actuellement un certain nombre d'immeubles qui sont en chauffage collectif, gaz, donc qui pourraient être raccordés en priorité si on arrivait à avoir un projet à ce niveau-là. Donc, un quartier, comme j'ai dit, qui peut basculer demain. On est très, très attaché, très sensible à ça. Les représentants de Grand Besançon Métropole sont là. Je les salue, notamment l'adjoint de quartier, Alain Masny, qui est très, très impliqué. Et on a les atouts sur ce quartier-là. Et je pense que le plus gros atout qu'on ait aujourd'hui, c'est que le travail partenarial existe déjà. Donc quand on parle de PRU, on sait que c'est du partenariat. Il y a déjà quelque chose qui existe, qui est enclenché en tout cas. Et puis, c'est un projet qui pourrait démarrer très rapidement. Voilà. Merci. Eh bien, merci beaucoup. J'espère que ces deux illustrations vous donneront envie de aussi produire les vôtres. Donc, merci à tous les deux. La brochure est disponible en téléchargement libre sur le site de l'USH. Il suffit de chercher Carré le territoire pour le futur programme de renouvellement urbain USH et vous tombez dessus. Et on a quelques exemplaires qui sont accessibles à l'accueil. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir. Et donc, merci beaucoup à Alain Rude d'avoir permis de présenter ces travaux. Et je crois qu'il faut qu'on passe la parole à nos camarades de l'habitat privé. Donc, merci à tous.